Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du cycle Médiatrice. Aujourd'hui, je reçois Anne Kogan-Krumno pour parler de médiation humaine dans les musées allemands. Une belle occasion de voir comment ce métier est exercé ailleurs. Anne est médiatrice culturelle au musée de l'industrie de Rhénanie en Allemagne, plus précisément à la Gösenschmiede Heinrich à Solingen, mille excuses pour mon piètre accent allemand. Historienne et archéologue de formation, Anne habite et travaille depuis 15 ans en tant que médiatrice culturelle en Allemagne pour différentes structures muséales, tant comme employée qu'en freelance. En tant que Française vivant en Allemagne, l'interculturalité est au cœur de son approche et lui permet d'enrichir son travail de médiatrice. Médiatrice passionnée et muséum moderatorin certifiée, pour elle, il est important de créer un échange avec le visiteur en lui proposant des approches inattendues, mais aussi en reliant le musée et son contenu au monde qui nous entoure et aux thématiques actuelles. Elle est membre du Bundesverband Museumspädagogik et du Deutscher Museumbund. Merci Anne pour ces défis linguistiques. Au menu, qu'est-ce qu'être médiatrice en musée en Allemagne et plus largement en dehors du contexte français, salariat, freelancing, fonctionnement? Quel est le rôle d'un médiateur lors d'une exposition participative, vraiment participative, en tant que modérateur, d'où le terme modératorine que j'évoquais tout à l'heure? Quels conseils d'Anne pour exercer ce métier à l'étranger, si vous avez des envies d'ailleurs professionnellement? Allez, direction l'Allemagne, prochain arrêt, la Rhénanie. Belle écoute. Bonjour Anne, bienvenue sur J'ai l'œil du tigre. Alors, comment vas-tu en ce lundi matin ? Bonjour Claire, merci pour ton invitation. Écoute, ça va bien. Un petit problème de voix, parce que j'ai perdu ma voix la semaine dernière, ce qui est parfait pour une médiatrice culturelle. Mais sinon, ça va. Merci. Ok, parfait. Donc avec toi Anne, nous continuons le cycle médiatrice secteur culture, musée, patrimoine sur le podcast. Alors comme tu le sais, il existe de multiples profils pour ce métier, de multiples statuts et contextes d'exercice. Et j'avais envie de creuser avec toi l'exercice de ce métier à l'étranger, dans un autre pays que la France. Et on part en Allemagne avec toi justement, et plus particulièrement au musée de l'industrie de Rhénanie. Avant d'aller plus loin et de partir un peu en voyage avec toi, peux-tu, s'il te plaît, Anne, te présenter en nous disant ce qui t'anime dans la vie et ce que tu considères comme ta mission, en lien ou non avec ton métier de médiatrice? La question qui tue dès le lundi matin. Ouais, exactement. La question qui tue. Qu'est-ce qui m'anime? Faut savoir que j'ai toujours adoré l'histoire depuis toute petite. Je cherchais un travail, quand j'étais petite et qu'on me pose la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je cherchais un boulot qui était en lien avec l'histoire. Et je demandais à mes parents et j'ai voulu être archéologue. Mes parents m'en ont parlé parce que, alors ma petite anecdote, c'est parce que c'était un travail où je travaillais avec l'histoire, où je pouvais me salir sans que ma mère ne me dise rien. Très important à 9 ans. Voilà. Ah oui. Ah bah oui, on creuse des trous. Donc c'était ça. Bon, après, je suis devenue archéologue, j'ai pu me salir, ma mère ne m'a jamais rien dit. Mais bon, c'est moi qui faisais mes lessives. Donc voilà, donc je pense que déjà l'intérêt, il y a ça et je me suis rendu compte au fil du temps que le contact humain me plaît beaucoup.
que c'est très important pour moi et de comprendre comment l'humain fonctionne, bon, encore plus depuis que je suis maman, mais voilà, comment fonctionnent les interactions humaines, Oui, je partage. Oui, gros apprentissage. Oui, comment fonctionne ce petit être en face oui, de c'est moi. ça. Que veut-il? Que veut-il me dire? C'est ça, que veut-il me dire? Et en fait, ouais, ça m'intéresse aussi, en fait, enfin, chez l'adulte, enfin, chez tous les êtres humains. Donc, voilà, donc, je sais pas ma mission. Donc, je pense que ma mission, il y a une question de transmettre et de travailler avec l'humain. C'est ce qui m'anime. Je sais pas si c'est ma mission, mais c'est ce qui m'anime. Et comme je suis assez curieuse, que j'aime tester, que j'aime faire des trucs avec mes mains, découvrir de nouvelles choses, c'est probablement un mélange de tout ça. J'arriverai pas à le définir vraiment précisément, mais en tout cas, c'est ce qui m'anime. Je n'irais peut-être pas dire que c'est ma mission, Oui. mais c'est ce qui m'anime. Transmettre quelque chose et puis comprendre comment les êtres humains fonctionnent, comment on interagit entre nous. Et puis, bah voilà, tester moi-même et Oui, faire tester le les autres. faire. On sent que le faire. Ouais, Oui, le le faire. faire. C'est bien, ouais. Et J'aime les bien. papiers peints jungle, on a quasiment le même dans nos bureaux. Et les papiers peints jungle, effectivement, je dois avouer. Alors, je vais avouer que j'ai été un peu influencée Ah par toi. J'ai oui, vu le tien au début du podcast. J'ai dit, ah, il est trop cool. Mais je voulais un peu plus de oui, je couleurs, comprends. donc j'en ai trouvé un petit peu plus coloré. C'est bien, on a les mêmes arrière-plans. On les voit pas sur le Ouais, podcast, mais ouais, on est assortis ça colle arrière-plan. bien. Alors merci beaucoup Anne pour cette description de mission dans la vie, ou en tous les cas de ce qui t'anime et ce qui te plaît. Et justement, première question que je voulais te poser dans ce podcast invité et ce cycle médiatrice, qu'est-ce qu'être médiatrice pour toi? Pourquoi est-ce un métier passionnant, en particulier dans les musées allemands? Ah, bon, la question. Alors déjà, qu'est-ce qu'être médiatrice pour moi? Et là, je pense que peu importe en fait l'endroit où on est. Pour moi, être médiatrice, c'est créer des ponts, en fait, créer un lien. Alors, faire le lien, mais surtout créer des ponts, parce que j'aime bien cette idée. Quand on crée un pont, on laisse le visiteur aussi le prendre parfois seul. On est là pour, on n'est pas obligé de toujours l'accompagner. On est là pour créer ce pont-là. Donc, je dirais que le travail du médiateur, pour moi, c'est créer des ponts entre les visiteurs et l'objet, l'œuvre d'art, le lieu. L'aider à lui donner quelques clés, mais surtout l'aider parfois à lui trouver les clés, parce qu'il les a en lui-même parfois. Il faut l'aider à ressortir ça. Donc, je pense que ouais, pour moi, c'est ça, vraiment créer ces ponts. Ouais, offrir un espace aux visiteurs où il peut découvrir quelque chose de nouveau, où il peut s'exprimer, voilà, où il peut être ce qu'il a envie d'être. Parfois, on peut être aussi un peu, un peu innovant. Mais voilà, c'est cette idée, créer des ponts. Et alors, pourquoi c'est un métier passionnant? Moi, je trouve que c'est un métier passionnant parce qu'il est multifacette. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours assis derrière un bureau. On est parfois assis derrière un bureau devant un ordinateur parce que on a des choses, des emails à envoyer, des concepts à écrire, ce genre de choses. On fait aussi des recherches pour le contenu, pour les visites, enfin, savoir de quel est le sujet dont on parle. Et puis on fait aussi en fait. On teste ce que les visites qu'on veut faire, les ateliers, et puis on est aussi en fait devant les gens. Donc en fait, voilà, c'était un truc où en une journée, on peut avoir fait 2 ou 3 métiers différents, entre guillemets. Métier, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, être à 2 ou 3 postes différents. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Et alors, voilà, je pense que c'est un peu pareil en France, j'imagine. J'avoue que j'ai pas d'expérience en France, donc c'est un peu compliqué pour moi de comparer. Je peux juste parler de mon expérience en Allemagne. Et pourquoi c'est un métier passionnant en Allemagne? Alors, j'avoue que je te dis, je sais pas exactement pourquoi. En Allemagne, ça serait plus passionnant qu'autre part. J'avoue que là, c'est la colle. Oui, bah oui, parce que c'est comme tu n'as pas forcément d'expérience en France, du coup tu peux pas forcément comparer les deux aspects en effet. Mais C'est effectivement un peu la mais en difficulté. tous les cas, ce qui est intéressant, parce que j'ai enregistré les autres Mhm. podcasts avec d'autres médiatrices, donc plutôt qui exercent en France, partout en France, que ce soit pour le patrimoine ou en musée, et même en crèche, justement, la semaine prochaine. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de lien et de partage et de transmission reste toujours, donc revient régulièrement, et que l'humain, en fait, est toujours au centre des réponses. Mm.
Donc c'est, en tous les cas, s'il y a un point commun, c'est celui-là. Ça, Et puis clairement. après, je pense que s'il y a des différences, c'est peut-être dans tout ce qui est fonctionnement peut-être des structures. Et puis tu auras l'occasion justement d'en parler. On pourra voir un petit peu les comparaisons et les lignes qui bougent, à mon avis, dans les questions qui viennent ensuite. Oui, je pense, comme tu dis, que la différence, c'est vraiment dans l'organisation et la structure beaucoup plus. Oui, je pense aussi. Alors, deuxième question, justement, raconte-nous ton expérience en Allemagne. Que fais-tu? Comment ça fonctionne? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, actuellement, je suis Kulturvermittlerin. Mhm, à tes C'est le souhaits. terme, c'est ce qu'il y a sur mon contrat, au musée de l'industrie de Rhénanie, et plus précisément à la Gesenkschmiede Hendrix, qui est une forge d'estampage. Si vous ne savez pas ce que c'est, je ne savais pas ce que c'était avant de commencer, je dois vous avouer. Donc, ce qui était en fait un ancien lieu de production de ciseaux. Et alors là, chez nous, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, on est un musée où il y a beaucoup de médiateurs culturels, ce qui n'est pas forcément partout le cas, hein. Beaucoup, ça veut dire quoi? C'est une Bah, équipe de combien? alors, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis Kulturvermittlerin et j'ai deux collègues qui sont collaborateurs scientifiques et Mhm, museumspädagogues. Et en fait, d'accord. Kulturvermittler et Museumspädagogue, c'est deux mots qui veulent dire médiateur culturel. Mais Museumspädagogue, c'est spécifique au musée. Les Allemands ont des terminologies spécifiques, Theaterpädagogue, Kunstpädagogue, ce genre de choses. Et D'accord. Kulturvermittler, c'est... Kunstart, tu vois, je me souviens. Ouais, Kunstart. exactement. Oui, je dirais. Voilà. Et Oui. Kulturvermittler, c'est en fait la traduction littérale de médiateur culturel, c'est un peu un terme plus englobant, en fait. En tout cas, moi, je le comprends comme ça. Et voilà, ils sont définis comme Museumspädagogue. La directrice est une ancienne médiatrice culturelle, la directrice de la Gedenkschmiede en tout cas. Donc Ah, tu vois qu'en fait toute l'équipe chez moi, et ça c'est un luxe, toute l'équipe est un peu à faire avec la médiation ou s'y connaît, enfin a de l'expérience. oui, ça c'est bien parce que c'est vrai que quand on imagine une expo ou qu'on doit la faire vivre et créer des animations, si on a une personne qui est uniquement, je dirais, scientifique et qui n'a pas ce lien dont tu parles avec les publics, ben c'est vrai qu'il peut avoir des décalages. Et vous, en termes de travail de pont, et puis de vulgarisation, je dirais, d'accessibilité, il y a un pas supplémentaire à franchir. Mais là, avec le profil des personnes, c'est sûr, c'est un vrai luxe. Bah, c'est génial parce que c'est de la médiation fait partie de l'exposition, fait partie de l'exposition, des expositions temporaires qu'on va créer ou qu'on va aller louer. Ou alors là, enfin, dans les prochaines années, il y a l'exposition permanente qui va être pas complètement refaite, mais un petit peu changée, un petit peu réaménagée. Et voilà, la médiation est comprise. Enfin, c'est compris dedans. Et c'est vrai que j'ai eu des expériences dans d'autres musées où j'étais la seule médiatrice culturelle et où clairement, moi, j'étais la sensation d'être la cinquième roue du carrosse, quoi. C'est-à-dire, Mm. je venais après tout le monde. On m'a dit une fois, parce que j'avais fait une remarque comme quoi ma salle avait été dédiée aux restaurateurs pour la mise en place de l'exposition, ce qui n'était pas un problème, mais je n'avais pas été consultée avant. Oui, Et j'avais fait la remarque que j'aurais voulu savoir quand même, que la semaine avant l'ouverture de l'exposition, ma salle n'était pas accessible pour que je l'aménage. Et on m'avait dit, Anne, mais de toute façon, s'il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de médiation. Je fais, oui, c'est bien ah, bon, mais c'est pas le sujet, déjà, premièrement. d'accord. Et enfin, j'étais là, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, il peut y avoir des petits couacs aussi chez vous, du Voilà. coup. Mais c'était pas dans ce musée-là, c'était dans un autre musée D'accord. où justement on n'avait pas cette équipe très, très médiation. Donc pour revenir à ce que je fais actuellement, dans le musée, en tant que Kulturvermittlerin, je suis plus responsable de l'expérience visiteur, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que je suis Mm. plus sur le terrain que mes collègues, qui sont plus collaborateurs scientifiques, qui vont faire des partenariats, qui vont avec moi gérer les guides, mais qui vont plus elles, avoir un travail plus bureau en fait la partie. Et moi je vais faire en sorte que ce qu'on a décidé, ce qu'on veut mettre en place, ça fonctionne avec les collègues qui sont sur place. Je fais des visites moi-même, j'en crée aussi, je gère aussi un peu les guides. Voilà, et je gère quelques événements aussi, mais pas, D'accord. enfin, par exemple avec les KITA, l'école maternelle de notre quartier. Mais voilà, je suis plus sur le terrain. J'ai la partie plus sur le terrain que mes collègues. D'accord. Ok. Et tu disais justement dans ta bio que tu étais muséum modératorine.
Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Museumsmoderatorin, c'est une formation que j'ai suivie. D'accord. Elle est basée à Berlin, parce que j'habitais à Berlin avant. Et c'est une formation pour apprendre à faire des visites comment on dit ça, un peu participatives. Pas un peu, non, participative, clairement. Et en fait, aux visiteurs, et en fait, c'est l'idée que le guide, c'est donc plus lui qui t'es là et te transmet l'info, et voilà, mais c'est vraiment avoir des moments dans la visite où le visiteur D'accord. participe, fait quelque chose. Et ça va être comme des Mhm. sortes de mini-ateliers dans ta visite à certains moments. Voilà, pour que le visiteur soit acteur en fait aussi de la visite. Et donc modérateur, c'est la traduction, ça. Oui. Oui, ça se dit modérateur ou même facilitateur. C'est toi qui vas faciliter le fonctionnement de tout et l'interaction entre le visiteur et quelque chose. C'est ça. Et on crée aussi un peu quelque chose. En fait, modérateur, c'est animateur. Enfin, c'est un Oui. peu, ça va un peu dans cette direction-là. Voilà, donc c'était une D'accord. formation que j'avais fait et ce qui m'a beaucoup appris. C'était vraiment très Oui, très intéressant. je me doute parce que c'est une grosse partie du métier au-delà de, voilà, de prendre en charge soi-même la visite et d'avoir quelque chose de même d'horizontal, d'échange comme ça, de mener. Là, on inverse un peu les rôles. C'est finalement le visiteur qui mène et puis toi, tu es là pour être sûr que tout se passe bien. Et puis tu nous diras. C'est un peu l'idée. C'est en tout cas, voilà, c'est pas en fonction de là comment on se sent, mais de laisser de plus en plus de marge aux visiteurs de mener la visite. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on débute en médiation. C'est pas forcément quelque chose de faire. Beaucoup de médiateurs ont peur, enfin de guides qui n'ont pas forcément l'expérience et tout, ont peur un peu de cette liberté qu'on peut laisser aux visiteurs et dire mais ils vont m'emmener où? Et voilà, donc c'est pas forcément toujours évident pour tout le monde. Oui, Et complètement. Et ça nécessite des compétences vraiment particulières. Et donc, tu es museum modératorine c'est ça, la certifiée. version féminine. Wouh. Je vais y arriver. Museumsmoderatorin. Alors, avant d'écorcher encore les mots allemands, tu es aussi membre de 2 structures, Bundes machin truc chouette et Deutscher truc truc truc. Est-ce que tu Attends, faut que peux, je me un, souvienne. mieux le dire et 2, nous expliquer ce que c'est? Alors, Bundesverband Museumspädagogik, C'est ça. e.V. Et Deutsche Museumsbund. Museumsbund. Ouais. Je suis sûre que j'ai fait une erreur sur le cas. Mais, Mhm. alors, ces deux associations. Alors, Bundesverband Museumspädagogik, c'est l'association des médiateurs culturels allemands. Mhm. Alors là, il y a des médiateurs culturels. Il y a beaucoup de médiateurs culturels en poste qui sont dedans. Et aussi des médiateurs culturels en freelance. Moi, je suis entrée dedans quand j'étais en freelance. Alors, juste avant le corona. Ah, Donc, j'ai fait un ou deux trucs et puis il y a eu corona. ouais, Donc, d'accord. on a un peu arrêté. Mais voilà, c'est une grosse association qui est répartie sur toute l'Allemagne, qui a des sous-associations en fonction des landes, Oui. parce que, voilà, État fédéral et tout ça. Et qui en fait, alors déjà, ils ont des groupes de travail sur différentes thématiques, par exemple les musées pour enfants, Mmh. l'accessibilité, les nouvelles technologies. Enfin, Oh, c'est génial. Ok. j'ai pas tous en tête. Et ils ont des publications Mhm. régulières avec des conseils sur certaines thématiques et puis bon, et des rencontres dans toute l'Allemagne ou juste pour un land. Et Deutsche Museumsbund, c'est l'association des musées allemands. Mhm. Et là, c'est un peu quelque chose d'équivalent, mais plutôt au niveau des musées. Ils ont aussi des publications avec des conseils, par exemple des conseils d'achat D'accord. ou de partenaires pour D'accord. et ce genre de choses. Il y a aussi des publications aussi sur comment réaliser une exposition. C'est pas juste la médiation culturelle. Là, ça peut être la gestion des collections, enfin plein d'autres choses. Ok, une belle boîte à outils. Bah, du coup, on mettra les liens parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de nos auditeurs. Et puis même moi-même, parce que même si mon accent allemand est juste horrible, je le lis et je le comprends. Ah, donc c'est c'est déjà bien, tu vois. Sinon, pour tous ceux qui ont des difficultés, Google Translate Oui, est pas voilà, si mal. oui, on traduit. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, moi, je n'ai même pas pensé au truc fainéant, tu vois. Je m'étais dit, je vais tout essayer de comprendre par moi-même. Essayer de C'est valoriser bien. toutes ces années à apprendre l'allemand sans pouvoir commander un kebab. Mais bon, c'est pas grave.
Au moins là, je vais me réentraîner, je vais me replonger dedans. Ok, et donc du coup, tu disais que tu étais donc freelance avant le Covid, et puis maintenant, donc du coup, tu es salarié donc dans ce musée de l'industrie Oui. de la Rhénanie. Est-ce que tu as vu un peu des différences entre les deux en termes de fonctionnement? Bah, c'est pas du tout le même statut Mhm. de toute façon, donc la grosse différence, elle est là-dessus. De fait, bah, bon, ça, je pense que la différence c'est un peu équivalente effectivement en France. Quand tu es salarié, tu as tous les avantages d'être salarié. Et quand tu es freelance, tu as les avantages et les inconvénients d'être freelance. Oui, Donc, c'est effectivement l'insécurité et le fait de devoir tout le temps négocier, enfin, oui, tout le temps pour être payé à sa juste valeur, oui. en gros. Voilà. Donc on a les mêmes problématiques que chez nous. Mhm. Oui, oui, bah ça effectivement. Et parce que à la difficulté qu'il y a sur le statut de freelance, parce que je pense que la grosse différence, ça va probablement être là, le statut de salarié. Alors, je réfléchis. Sur le statut de freelance, voilà, on va commencer par le statut de freelance. Ce qui peut être, alors, différent, je sais pas, mais bon, en tout cas, on est. Alors, normalement, le freelance est censé déterminer son tarif. Mhm. Bien sûr, dans le monde culturel, pour les guides, par exemple, moi j'étais donc en médiation, ce n'est pas possible. D'accord. Ce n'est pas le cas, en fait, dans Oui, les en faits. fait, tu as des grilles tarifaires, mais c'est comme quand tu interviens, par exemple, à l'université, tu vois, t'as des grilles tarifaires et puis finalement, tu dois respecter cette grille-là. C'est ça? C'est même pas forcément ça. Enfin, de mon expérience, en tout cas, c'était quand j'étais guide, c'était chaque musée définissait combien il payait le guide. Et tu pouvais pas, en tant que guide, arriver et dire, bon, bah voilà, moi, je prends tant. Ça arrive dans certains cas. Moi, je sais que pour des ateliers très particuliers, je vais avoir des personnes, ils m'ont dit, je prends 50 € de l'heure, Ok. par exemple, et je vais dire, bah, ok, c'est bon pour moi, ou ça, après, on discute si c'est pas possible. Mais en tant que guide, par exemple, c'est le musée, il me disait, bah, nous, on paye tant de l'heure. Et c'était pas forcément énorme, sachant qu'ils payaient pas forcément le temps de préparation, D'accord. enfin, même le temps d'arriver avant que Mhm. le groupe n'arrive pour, Oui, pour être au moins là bien quand il sûr. arrive, ou éventuellement préparer la salle si on a un atelier, ou le fait de ranger un peu la salle derrière. Et donc, on est sur des tarifs qui peuvent parfois être très bas, et où en fait, dès qu'on habite un peu loin, c'est laisse tomber, dès qu'on a un peu de trajet, D'accord. ça vaut pas le coup. Mm. Alors qu'en France, tu vois, être freelance en tant que médiatrice culturelle, on va plutôt le voir, alors certes avec aussi des freins psychologiques qui est plus ou moins variable en fonction des personnes, de l'insécurité financière, mais par contre, on va le voir aussi sur de la liberté de choix pour les structures, mais aussi l'accès à des missions qui vont être différentes de l'animation ou du guidage dans une expo, par exemple, où on va, par exemple, inventer un outil de médiation, etc. Est-ce que ça existe aussi, les Oui, médiatrices oui. culturelles freelance pour ce type d'activité en Allemagne? Oui, ça existe aussi. Je l'ai fait aussi pour une ou deux structures où j'ai inventé une visite, un atelier, par exemple, de A à Z. Voilà, c'est aussi possible. Il y a des médiatrices culturelles ou des médiateurs culturels qui sont consultants aussi, enfin, qui font des formations. Mhm. Donc, il y a plusieurs, en fonction de ce qu'on sait faire, de là où on a son expertise, de là où on se sent capable de le faire, on a plusieurs possibilités. Mais voilà, c'est vrai que moi, dans ma relation, j'ai travaillé principalement avec les musées, j'ai pas été formatrice. Mhm. Je voyais qu'effectivement, la difficulté il pouvait y avoir une liberté, il y avait une liberté, mais la difficulté financière c'était vraiment compliqué, et de faire comprendre que faut que je mange, et puis que j'ai des qualifications qui valent un peu plus que de Oui, 15 € de l'heure. bien sûr. Voilà. Ok, et peut-être qu'en Allemagne, c'est peut-être moins réglementé qu'en France, parce que c'est vrai qu'en France, tu vois, tu as par exemple, quand on doit recruter quelqu'un, un freelance, il y a 3 devis minimum obligatoires pour la mise en concurrence. Après, au-delà d'un certain seuil de mission, on doit passer par un marché public. C'est 40 cas, par exemple, pour nous, en France. Est-ce que ça fonctionne aussi pareil en Allemagne? Alors, pour les marchés publics, je ne sais pas exactement, parce que c'est pas moi qui gère, effectivement. J'ai jamais eu à gérer ça. Donc, je peux pas effectivement clairement te répondre là-dessus. Par contre, les trois offres,
Ça existe. Alors, pour les guides, moi, en tout cas, j'ai jamais senti enfin, alors, guide pour les visites guidées, non. Mhm. Alors, clairement, parce que de toute façon, tu as plusieurs guides Mhm. et voilà. Quand j'ai fait l'atelier, là-dessus, je suis pas sûre qu'il y en avait. Alors, il a probablement justifié parce que j'ai dit dans un coin, il n'y avait pas des médiateurs culturels à tous les coins de rue. Oui. C'est aussi possible. Mais je sais, en travaillant dans la musique, que pour le moindre achat, par exemple, que ce soit en médiation culturelle n'importe où, il faut souvent les 3 offres. Ça Après, il y a fonctionne un seuil pareil. que Ouais, ça fonctionne un peu je connais pas pareil. forcément, mais Ok. voilà. Ok, du coup, on sait à peu près comment ça fonctionne et puis on a fait même une petite formation vocabulaire. Super. Alors, troisième question que je voulais te poser. Donc, petite revue de projet à présent. Parle-nous, s'il te plaît, Anne, d'un projet qui t'a challengé, d'un autre qui t'a donné du fil à retordre et d'un dernier qui t'a le plus touché. Ou bien le combo des trois, hein, j'en sais rien. Alors, un projet qui m'a challengé, qui m'a challengé. Alors, Fil Art Challenge, c'est un peu mélangé, mais je vais peut-être présenter 2 projets. Alors, challenger, c'était mon premier job en tant que médiatrice culturelle en responsabilité sur un poste aussi, un CDD pour le coup, sur une grosse expo. C'était une Landesausstellung, donc c'était une exposition à portée régionale. Et comme on est un État fédéral en Allemagne, les portées régionales, ça a une portée encore plus grande Super important. qu'en France. C'était en Sachsen-Anhalt. Oui, c'est en Sachsen-Anhalt, à Magdebourg. Et voilà, c'était mon premier poste à responsabilité. J'étais pas très expérimentée sur ce type de poste. Et ça a été assez difficile. J'arrivais dans une ville que je connaissais pas, j'avais personne à proximité. J'ai eu. Et puis, c'était mon premier gros poste comme ça en tant que Française en Allemagne. À ne pas négliger. Ce point de vue-là, c'est un peu un choc culturel. Enfin, un choc culturel. Je vivais déjà en Allemagne depuis quelques temps, mais il y a des différences et on les perçoit pas toujours tout de suite. Il faut les expérimenter. Et voilà, je m'étais un peu pris la tête avec ma chef, qui était responsable de l'exposition. Mais voilà, bon, j'ai tenu le choc, j'ai tenu le coup, j'ai été jusqu'au bout et ça a très très bien fonctionné. Ça a été un gros succès. Mais c'était un challenge. Un challenge du coup d'adaptation du coup. Et tu peux nous donner un exemple d'adaptation? Tu dis qu'il y a eu... voilà, tu as dû t'adapter un peu à des différences. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous livrer? Une petite déconvenue que tu as vue ou quelque chose qui t'a... Une petite déconvenue. Alors, l'adaptation, c'est des questions donc interculturelles, des questions où... Moi, j'avais mon expérience, même si j'ai pas travaillé en France en tant que médiatrice culturelle, j'ai grandi en France, je suis française, donc j'ai une mode de fonctionnement français. On est très flexible, on fait beaucoup de choses à la dernière minute, oui, parfois. mon Dieu. De grosses tendances, hein, pas tout le monde. Je dois tenir de Voilà, l'Allemagne, moi, pour... Tu vois, moi, j'aime bien anticiper, tu vois. J'aime bien tout prévoir, tu vois, même si j'ai une certaine flexibilité, mais ouais, les last minutes, moi, j'en peux plus, quoi. Ouais, mais bon, en France, il y a quand même cette tendance-là, voilà. Effectivement, tu confirmes. Et bon, voilà, moi, c'est vrai que j'avais un peu, c'est pas forcément last minute, mais un peu un côté, voilà. Bon. Après, travailler dans l'urgence, on est efficace hein, aussi. Hein. C'est oui, technique. C'est vrai. Et effectivement, en Allemagne, c'est beaucoup plus cadré. Donc, par exemple, je réfléchis. Alors, j'avais besoin de faire un brainstorming avec mes collègues, parce que j'étais toute seule sur la médiation, sur un sujet que je ne connaissais pas forcément. On arrive beaucoup en arrivant. Et j'avais besoin de faire un brainstorming avec mes collègues collaboratrices scientifiques pour être sûre, pour savoir, pour avoir des idées, des inputs. Et moi, je suis arrivée au brainstorming. J'avais préparé quelque chose. Voilà. Mais pour moi, un brainstorming, c'est voilà, je prépare une base, on va discuter de ça. Et puis ensuite, on va brainstormer, on réfléchit. Mais j'arrive pas en disant voilà, je veux faire ça. Et en fait, j'ai eu la sensation, en tout cas, que ma chef attendait que c'était pas assez ce que j'avais préparé. Voilà, donc oui, mais si je fais un brainstorming, c'est parce que j'ai besoin d'idées, d'input, voilà. Alors je dis pas que c'est le cas partout, hein. Je dis juste que dans cette là, à ce moment-là, dans cette structure-là, avec les collègues, à ce moment-là, ça n'a pas été ce qui avait été attendu. Voilà, donc ça a été un peu, c'était un peu déconvenu, un petit peu difficile sur le moment. Voilà, ou sinon des faits que en Allemagne, un non, c'est un non. En France, un non est une possibilité de oui. C'est un peu une généralité, mais si c'est un non n'est pas
complètement un non. Il y a toujours une possibilité de oui, potentiellement. Ouais, je dois tenir de l'Allemagne aussi pour ça. Je crois que j'ai mes origines slaves et allemandes plus lointaines, je pense qu'ils reviennent, alors du coup. Je ne sais pas si tu peux confirmer que chez d'autres personnes, pas chez toi, mais chez d'autres personnes, ça peut arriver. Oui, c'est vrai qu'en France, oui, quand on dit non, c'est un peu à l'indienne, tu sais, avec la petite tête la tête, elle bouge pas comme en Inde, mais mais en effet, ouais, il y a toujours une petite ouverture, possibilité que on arrive à squeezer le truc. Oui, c'est et possible. En Allemagne, il y a plutôt tendance à que ce soit un vrai non. Alors sur le coup, voilà, moi je le comprenais pas forcément, tu vois, donc je le faisais un peu à la française. Je me dis ok, c'est un non, mais je revenais derrière quelques semaines plus tard et tout. Mais non, et au bout d'un moment, ça énerve. Et effectivement, et ça, je l'ai compris aussi plus tard en lisant des choses. Enfin, dire ah mais ouais, en fait, c'est pour ça que je me prenais la tête. Voilà. Ok. Oui, donc du coup, plutôt des difficultés, je dirais, d'adaptation, mais même dans la communication et du fonctionnement. Mais ça peut être aussi un cas isolé. C'est vrai que là, tout ce qui est co-construction, de brainstorming, ça dépend aussi des personnes qu'il y a autour de la table. Moi qui fais souvent des ateliers de créativité, le succès d'un atelier de créativité, c'est en fait les personnes qui le font. Toi, t'as beau être le meilleur animateur possible, ou en tous les cas dans le contexte de faire de ton mieux, si t'as des personnes qui font la tronche autour, des personnes qui veulent pas participer, t'en as un qui veut monopoliser la parole, ou t'as quelqu'un qui veut carrément frontalement livrer toutes ses frustrations et ne rien faire et tout nier en bloc et foirer toutes tes activités, voilà, ça sera pas un succès, hein. Donc c'est ça aussi, ça peut être un exemple de foirage de brainstorming qui n'a rien à voir avec la culture, ou je pense que on ne le saura jamais. C'est un mélange des deux, parce que le brainstorming après c'est bien passé en soi, mais l'attente n'était pas la même au départ en fait. Et effectivement après bon, je me suis un peu informée au bout d'un moment aussi, moi, pourquoi ça foire, et j'ai vu qu'il y avait des comptes. J'étais pas la seule à dire qu'il y avait des tendances. Après, ça dépend clairement, comme tu dis, ça dépend des gens qu'on a en face de soi, ça dépend de la situation, ça dépend de plein de choses, quoi. Et ça, c'est pas forcément lié à la culture. Quoi qu'il en soit, si vous bossez en Allemagne, un non est un non. Il faut anticiper, pas de last minute parce que c'est embêtant. Et puis voilà. C'est déjà voilà, partez avec cette idée-là. Après, vous trouverez peut-être des gens où ça fonctionne différemment, mais voilà, vous aurez peut-être moins de déconvenus, en tout cas pas les mêmes que moi, au départ sur ces éléments-là, quoi. Ok. Un autre projet, Anne. Alors un projet, donc c'était Challenge Fil Art. L'exposition temporaire qu'on a actuellement au musée à Solingen à Gedenkschmiede, dont je t'ai parlé un petit peu avant. Oui, un peu en off. Voilà, c'est une expo participative, mais vraiment participative, qui s'appelle die Mitmach-Ausstellung, donc pour ceux qui ne parlent pas allemand, des Mitmach-Maschinen, excusez-moi. La machine participative, la machine à faire, faire avec. La traduction littérale serait la machine à faire avec. Oui, et Ausstellung, c'est exposition, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, mais en fait, c'est dit Mitmach-Maschine. Je me suis trompée. C'est la machine à faire avec. Oui, on mettra les liens. Comme ça, voilà. Les personnes trouveront directement. Qui n'a pas été créé par nous, mais qui a été créé par l'association Aki e.V., qui est basée à Düsseldorf, qui travaille avec les enfants et qui font plein de trucs. C'est vraiment, que ce soit exposition, plein d'autres choses. Et en fait, c'est une machine, c'est entre la technique et l'art. Ça ressemble donc un peu aux machines de Jean Tinguely. Oui, Tinguely. Voilà. Et sauf que les moteurs, ce sont les visiteurs. Et que donc il y a plusieurs modules, et en fait c'est les visiteurs qui font du vélo ou qui sont sur un sofa avec les pieds qui font avancer quelque chose et qui font bouger la machine. Et en fait il y a des ateliers, et ces ateliers c'est les visiteurs peuvent fabriquer quelque chose. Alors ça peut être bricoler quelque chose, ça veut dire bricoler un petit truc. Là on a des thématiques comme le monde sous-marin, donc ça va être une petite pieuvre qu'on va mettre à un endroit, et comme les choses bougent, ça va faire un tableau vivant un peu. Ah oui, donc tu as quand même de l'humour, quoi. Tu as de la fantaisie. Ouais. Tu peux avoir de la fantaisie, tu peux avoir de l'humour.
Donc c'est très voilà, ça C'est pas très juste mettre un boulon, quoi. Ça va au-delà de ça. c'est ça, tu peux mettre un boulon, tu peux rajouter des éléments et très plus techniques et mais tu as aussi une question très très plus art, on va dire, en fait, où on s'approche de l'art cinétique un petit peu, Oui. ou de la fantaisie, donc c'est un mélange des deux. Et voilà, et c'est une exposition qui est super, qui est vraiment géniale, principalement pour les enfants, mais bon, c'est pour les adultes aussi, mais le public cible principal, c'est les enfants. Et en fait, effectivement, ça a été un peu compliqué pour nous à mettre en place, alors comprendre ce dont on avait besoin au niveau organisation personnelle pour que l'exposition fonctionne avec notre structure. Et que ça soit pas un chaos, comme tu l'expliquais en off. On a besoin de beaucoup de médiateurs, en fait. Il y a toujours un c'est vraiment pas suffisant. Il faut au moins 2, voire 3 personnes dans l'exposition tout le temps, parce qu'en plus, la machine, des fois, c'est une machine, elle se casse, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, donc il faut réparer. Donc si tu es tout seul, ça marche pas. C'est médiateur mécano, quoi. C'est ça, médiateur mécano, exactement. On est tous devenus spécialistes dans les transmissions, okay, comment on fait les trucs. Et donc, question d'organisation sur le personnel, sur le matériel pour les ateliers, pour la partie bricolage de l'atelier. Là, c'est mon boulot de trouver du matériel en respectant les budgets. Donc, sachant que l'exposition reste 6 mois, donc voilà, il faut trouver on a beaucoup de récupération, mais il y a des choses qui doivent être achetées, du papier, des choses comme ça. On a besoin de papier qui n'a pas été peint encore. Oui. On récupère beaucoup d'affiches quand même. Enfin voilà, donc c'est un beaucoup gros travail là-dessus. Et puis la question de, voilà, comme je t'ai dit, c'était une exposition pour moi quasi philosophique, parce qu'il y avait la question de la liberté. Combien de liberté on laissait à aux guides, aux médiateurs qui étaient dans l'exposition, même, par rapport à moi, ils étaient là, mais est-ce que je peux enlever un truc ? Oui, là, on était presque dans ce que tu disais tout à l'heure. Vous êtes modérateur, finalement, facilitateur, quoi. Il n'y a pas de visite guidée dans cette exposition. C'est vraiment les gens, on leur explique un peu comment ça fonctionne. On est là s'il y a des questions, pour leur montrer des trucs éventuellement, mais même pas en fait. Et on gère les ateliers. Et donc voilà, mais il y avait la question de la liberté des guides, des médiateurs culturels. Au départ, ils n'osaient pas dire on va enlever ça, on voudrait faire une autre thématique. Ça a mis un peu de temps. Combien de liberté on leur laisse, et la liberté des visiteurs, jusqu'où ils ont le droit d'aller, pour que ça devienne pas un chaos. Tout. Voilà, ils démontent tout, mais ils sont capables. Hein. On a vu ça, comme je te racontais au tout début, le premier week-end, ça a été chaotique parce qu'on n'avait pas assez de personnel, qu'on a eu énormément de visiteurs, enfin plusieurs centaines, et donc ça a été un succès. Mais ouais, on n'était pas préparés forcément à ce que ce soit autant un succès. Et puis on a vu que les visiteurs, sur les ateliers, ils prenaient le matos n'importe où, même ils faisaient n'importe quoi en fait avec, que ce soit les enfants, voilà, ils suivent leur fantaisie, donc on n'a pas à leur en vouloir d'essayer de tester, mais des adultes qui par exemple se disent, je vais peut-être se pose pas la question, je vais peut-être demander si je peux utiliser ça. Genre Oui. un bout une roue en métal ou une roue en bois, et je vais la peindre. Tiens, je vais Alors, prendre partout, le banc là-bas. Voilà, Okay. c'est ça, limite. Et la petite difficulté derrière, c'est que quand ils arrivent dans le musée, donc on est une ancienne fabrique, et ils ont l'impression que l'exposition elle continue. Ah. Et c'est mes collègues qui sont dans l'exposition permanente tout le temps, qui me disent, des fois, on a la sensation qu'ils ont l'impression que ça continue, et donc ils touchent à tout. Alors chez nous, c'est assez ouvert. On n'est pas un musée où tout est derrière une vitrine. Ça serait de toute façon pas possible. Mais le problème, c'est que les machines fonctionnent, sont en état de marche. Et donc, quand ils tournent, toutes les manivelles, elles sont plus comme il faut. Et s'il y a un guide qui arrive derrière et qui fait une démonstration pour certaines machines, celles qui sont accessibles, on les utilise pas souvent pour la démonstration, ça peut être dangereux. Il y a un problème. Donc voilà, ça aussi, la question, voilà. Liberté. De la liberté, de l'interaction du visiteur avec ce qu'on lui propose, et puis justement cette modération de ce que vous proposez, la modération que les médiateurs doivent faire justement pour que tout fonctionne bien et qu'on sorte,
on est un cadre un peu libre, mais un cadre quand même, finalement. Bah, c'est ça, c'était où mettre le cadre, en fait. C'était quel cadre on veut avoir et où est-ce qu'on le situe pour pouvoir laisser un espace de liberté, parce que c'est ce qui est bien dans cette exposition, c'est ce que, par exemple, les scolaires nous disent, ils trouvent ça génial qu'on leur dise, bah écoutez, voilà, maintenant, ils ont une visite guidée d'une demi-heure, et ils disent, bah, maintenant, vous êtes là, on vous a expliqué comment fonctionnait la machine, et vous êtes libre. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec la machine, la faire fonctionner. Vous pouvez aller faire de la peinture, vous pouvez aller bricoler. Et nous, on a des thématiques. Donc voilà les thématiques. Vous pouvez, avec certaines classes, vous pouvez faire comme vous voulez. À partir du CE1, on fait ça. À peu près, et on s'est rendu compte qu'on avait commencé avec le CE2, certains le font, en tout cas pas tous les guides, mais certains se sentent suffisamment à l'aise pour le faire, et le CE2, on avait commencé, et on s'est rendu compte que les CE1, ça marchait déjà bien, et les CP et les grandes sections de maternelle, on n'a pas plus petit, par contre on les drive beaucoup plus. Oui, parce que ça peut être plus compliqué. Ils n'ont pas forcément les compétences, par exemple, pour couper, et ils se lancent dans des projets beaucoup trop gros en temps ou pour eux. Donc, on les drive un petit peu plus pour être sûr que leur projet est fini. Quand c'est fini et pas qu'ils soient là, j'ai pas fini. Oui, frustré, parce que vous vivez la frustration quand le dessin ou le truc est pas terminé. Voilà. Maman, on connaît, nous. Hein. C'est ça. Maman. Ok. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, une exposition participative, notamment avec une très forte interaction, est possible. Il faut juste de définir un cadre. Il faut qu'il y ait du personnel suffisant, notamment quand il y a une forte affluence. Tu parlais de plusieurs centaines de personnes. Ça se drive, ça se gère en termes de modération. Et puis voilà, du coup, c'est possible. Parce que moi, c'est vrai que c'est ce que je te disais en off. Moi, ça m'arrive d'imaginer un peu... J'avais imaginé justement ça dans un musée, un centre d'interprétation sur l'orgue. Il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'étais salariée dans une autre agence, même le concept que j'avais inventé de ce centre d'interprétation, c'était l'orgue rock'n'roll, quoi. On est vraiment organ-roll, tu vois. J'aime bien organ-roll. Et alors que l'orgue, toi, t'imagines l'orgue dans les églises, tu vois, c'est pas non plus super funky. Non. Et donc, du coup, j'avais... Non, c'est super pas funky. Et donc, je relie pas l'orgue et Elvis, par exemple. Non, tu vois. Et du coup, moi, j'avais vraiment imaginé un centre d'interprétation où on parlait de l'orgue, mais vraiment de manière rock'n'roll. Où t'avais, tu vois, tu pouvais être DJ, tu vois, avec l'orgue. Bon, on reconnaissait déjà ma patte, tu vois, j'étais DJ cool. Avec l'orgue, etc. Et en plus, ça n'a pas abouti, ce projet-là. Et c'est marrant parce que le directeur artistique de l'époque était vraiment revenu sur quelque chose d'ultra classique, alors que moi, j'avais su embarquer, tu vois, le client dans un peu mon propre délire. Et j'avais imaginé aussi une espèce de machine un peu savant fou, tu vois, un peu qu'on a dans Retour vers le futur, ou tu vois, tu sais, avec les horloges, les machins qui bougent, mais bref, une espèce de machine comme ça, avec le vélo, des espèces de tubes de toute matière, parce que la matière fait que le son va être différent. Donc une espèce de station de musique géante, un peu œuvre de savant fou, fait avec du bricolage et avec des collaborations d'artistes. Et justement, ce qui avait freiné en fait ce projet, pas tant le client, mais une partie du reste de l'équipe, c'était finalement, à mon avis, des verrous psychologiques sur la liberté et sur la faisabilité de ce truc, et notamment après la logistique que ça pouvait être. Et du coup, ce qui est bien dans ton exemple, c'est que finalement, si on anticipe le tout, si on anticipe ça, qu'on cadre bien, eh bien c'est possible. On peut inventer des choses un peu folles, notamment pour une version temporaire, mais ça s'anticipe et ça s'organise. On n'est pas obligé de faire 3 pas en avant et puis finalement 5 en arrière, parce qu'on va se dire il faut acheter tel matériel, ils vont toucher ça, ça va générer tel problème, parce que c'est finalement ça qui fait la valeur de votre exposition, qui est vraiment participative pour le coup. C'est pas juste un mot qu'on met ça parce qu'on a 3-4 piouts à actionner, quoi. C'est dans le titre, en fait, Machine, de toute façon. Mais la promesse, elle est là. La promesse, elle est là, souvent, voilà. Les personnes disent, on fait un truc participatif, mais en fait,
t'as 3-4 manips, oui, et puis souvent dans l'histoire du projet, moi ça m'arrive souvent quand on me demande des muséographies et des scénographies participatives, avec du ludique, etc., en fait, et des choses multisensorielles, au début on a des trucs un peu folles, avec mon esprit un peu fou, avec de l'humour, avec vraiment, tu vois, un peu des choses un peu barrées. Et puis au fur et à mesure du projet, de la conceptualisation, tu vois, et de la faisabilité du truc, en fait, après, à la fin, on se retrouve avec 3 pioutes, quoi. Parce qu'il y a des freins de logistique, et puis ça va être compliqué. On va devoir travailler avec un artiste, on va devoir faire appel à un Fab Lab, à un truc. Ah, mais les guides, ils sont pas formés à remettre tel truc. Ça va être le chaos, et du coup, on se retrouve avec 3 pioutes, quoi. Et c'est dommage. Mais c'est effectivement l'organisation, le budget, les guides, tout ça, c'est le nerf de la guerre, en fait, pour ce genre de choses. Et sans vous, c'est pas possible. Non, sans nous, c'est pas possible. Et c'est vrai que le musée. Alors, je suis dans mon musée depuis 1 an et demi, et ils ont fait il y a plusieurs années, donc avant Corona, une autre exposition participative qui était différente. Mais voilà, ils ont déjà de l'expérience, et dans 2 ans, on en a une nouvelle qui arrive, qui s'appelle Probeert Kapiert, qui a été créée par d'autres collègues au sein du musée, parce qu'on est un très très gros musée en fait. Il n'y a pas que nous à Solingen, on a 8 musées différents répartis dans toute la Rhénanie. Et voilà, c'est aussi un truc participatif. Alors par exemple, sur l'exposition des Meet Machine, on a fallu qu'on ajuste après. C'est-à-dire l'exposition est arrivée, et en fait, on avait prévu une partie du truc, et puis on s'est rendu compte que ça collait pas avec notre structure. Enfin voilà. Donc il a fallu qu'on ajuste. On a réussi à ajuster. On a réussi à avoir le budget pour ajuster. C'est pas toujours le cas, parce que c'était pas forcément. On n'avait pas forcément prévu comme il fallait. On n'avait pas réussi. C'était pas forcément évident de voir l'ampleur de l'exposition, parce qu'on l'avait pas conçue aussi, comme on la loue. Et par exemple, là, il y a donc l'autre exposition qui arrive dans 2 ans. Elle est déjà créée, elle est déjà dans d'autres lieux, dans d'autres musées, enfin dans d'autres musées dépendants du musée de l'industrie de la Rhénanie. Et dès que notre exposition d'Imitmar Machine n'est plus là à partir du mois d'août, je vais y aller pour voir les collègues et leur dire alors, de quoi on a besoin? Dites-moi tout, parce que voilà, histoire de prévoir et dire ok, on a besoin, c'est ça. Alors il y a besoin de tant de médiateurs. Là, ça fonctionne pas avec un, ou il en faut plus, ou ce genre de choses. Et tout ça pour pouvoir prévoir, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus facile. Enfin voilà, c'est mieux de prévoir, et c'est beaucoup plus facile de prévoir. Voilà. Mais c'est aussi possible dans l'urgence. Parfois, nous, on a réussi. Oui, mais bon, c'est un peu particulier. Et puis, c'est intéressant ce que tu dis avec ces locations d'expos et d'expositions extérieures qui viennent dans une autre structure. C'est extrêmement courant, que ce soit en Allemagne ou en France, des productions qui sont faites ailleurs et qui viennent ensuite et qui voyagent un peu dans différents lieux, musées, espaces scientifiques et autres. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, vous, utiliser la production extérieure d'une certaine manière en fonction de votre propre fonctionnement, de vos propres compétences, de votre propre personnalité aussi de médiateur. Et c'est ça aussi qui fait une nouvelle version, je dirais, de l'exposition pour le public, qui sont différents aussi. Oui, c'est vrai que l'exposition, par exemple, sur Dimitmar Machine, cette exposition existe depuis 30 ans. Donc, elle a du vécu derrière, il y a de l'expérience. Et c'est effectivement la façon dont elle est chez nous, et dont on la gère, parce qu'on a une structure qui est organisée de telle manière, on ne la gère pas de la même manière forcément qu'une autre structure, une autre institution qui a une structure différente, qui va l'avoir moins longtemps ou plus longtemps, ou enfin ce genre de choses. Donc effectivement, c'est adapté à la structure. Nous, ça a été pour moi une des difficultés. Je me suis rendu compte que notre structure n'était pas la structure optimum pour cette exposition. Puisqu'on on a des guides en freelance qui s'occupent des groupes, et on a la chance d'avoir pas mal de personnel qui est sous contrat, même s'il y a des contrats style typiquement allemand, le mini-job, qui est un contrat où on gagne, on ne paye pas la sécu, la retraite, et on gagne, on doit travailler un certain nombre d'heures. Par jour, on est payé au SMIC, on doit gagner. Après, tu sais, nous en France, il y a les stages et puis les contrats d'apprentissage et les. Je sais plus comment ça s'appelle, là,
Mais oui, ce genre de contrat Voilà, ultra des petits précaire. contrats, des contrats précaires. Et, donc on avait ça. Et en fait, sur cette exposition, moi, mon impression, c'est que ce qui fonctionne mieux, si on avait pris que du personnel qui faisait les groupes et les visiteurs, famille, enfin, et tout ça, parce qu'il s'adaptait mieux à l'expo, ils allaient la faire l'heure plus rapidement. Et les guides, voilà, ils allaient dire, ok, savoir comment ça fonctionne, parce que quand tu es guide, tu viens 2 heures, tu as besoin d'un peu de temps pour comprendre, ok, où se trouve le matériel. J'ai besoin du pistolet à colle, il est où? Et Petite casquette. c'est ça, donc on a fait des plans partout, Oui. et j'ai dit Elle à est tout le où monde, ma bougez clé pas. à laine? C'est un peu ça, ouais. Ouais, il y a des gens qui me demandent toujours, ils sont où les cutters? Bah, les cutters, ils sont cachés derrière pour pas que les Oui, visiteurs bah les oui. prennent, tu vois. Ok, Mais genre, multicasquette à fond pour les médiateurs, en tout ouais, cas c'est pour ça. cette expo. Un beau challenge. Un beau challenge. Et justement, est-ce que tu as un dernier projet à nous confier sur un projet qui t'a touché particulièrement pour conclure un peu cette revue de projet? Alors, j'ai pas forcément un projet qui me touchait Qui t'a touché particulièrement, particulièrement? mais j'ai des visiteurs, un certain type de visiteurs qui me touchent particulièrement. C'est chez nous les visiteurs qui viennent des Förderschule, donc des écoles spécialisées avec des handicaps moteurs, des handicaps mentaux. C'est souvent, enfin, quand ils viennent, et par exemple cette exposition est parfaite pour eux, parce qu'on peut s'adapter à tous les visiteurs. S'ils ont s'il y en a un qui a besoin de marcher, et je marche pas, il marche. Et puis c'est tout, c'est pas grave, on s'en fiche. Et bah voilà, c'est ce type de visiteurs, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des visites avec eux, c'est toujours de très belles visites où on apprend plein de choses sur eux, puis sur nous, sur l'être humain en général en fait. Et donc c'est plutôt, voilà, c'est pas tant un projet, mais c'est généralement mes plus belles visites, c'est avec des Förderschule. D'accord, ok. Alors, en guise d'ouverture de l'épisode, j'aimerais qu'on parle à toutes celles et ceux qui exercent ce métier de médiateur, médiatrice. Et pour toi, comment valoriser et protéger ce métier au quotidien? Et quel serait un peu le conseil que tu souhaiterais partager ici, notamment si nos auditeurs veulent exercer ce métier à l'étranger, en Allemagne ou ailleurs? Alors, comment valoriser au quotidien? Alors, je pense que déjà, c'est de se connecter avec d'autres médiateurs culturels. Parce qu'on est souvent seul dans la structure, donc moi, c'est pas effectivement vraiment le cas là où je suis, mais c'est vraiment une exception, en tout cas de mon expérience. Donc, on est souvent seul, et c'est un métier que je trouve difficile parfois de faire seul, parce c'est mieux si on échange. Donc, rien que le fait d'échanger sur un projet, ça aide, et mais oui, c'est vrai, enfin, ça nous aide à sortir de notre bulle où on tourne en rond. Et puis se connecter aussi pour faire valoir, pour faire comprendre au monde de la culture qu'on a des compétences, on a des capacités, et qu'il faut les valoriser, et puis qu'il faut les payer à leur juste valeur, parce que c'est facile de remplacer un médiateur culturel par un étudiant, excuse-moi, qui vient de commencer de ses études, et pour la saison, qui fait une visite, qui peut faire une très bonne visite. C'est pas forcément le sujet, mais c'est vrai que quand on voit que des offres comme ça, et tu dis, oui, bah c'est comme ça, hein. Même nous, en tant que free, en muséo ou en scénographie, quand il manque par exemple un membre de l'équipe, commissaire scientifique ou autre, on nous colle aussi parfois un étudiant en histoire ou en machin, pensant que ça va faire le même travail qu'un profil senior, mais c'est pas le cas, hein. C'est pareil pour tous les métiers. En médiation, c'est pareil, ça s'improvise pas. On commence tous, bien évidemment. Voilà. On commence tous, on démarre tous à partir d'une certaine expérience ou absence d'expérience, mais on doit se former, et c'est des compétences à acquérir. C'est ça, c'est des compétences à acquérir, et puis après c'est la question que les guides soient payés effectivement correctement, pour qu'ils puissent en vivre, du moins que ça soit une rentrée d'argent qui vaille le coup, parce qu'après la difficulté du musée, c'est de trouver des guides. Si, par exemple, ou des médiateurs ils ont besoin d'un médiateur extérieur pour faire un atelier, parce qu'ils n'ont pas de médiateur sur place, par exemple, c'était le cas dans le musée pour lequel j'ai aidé, où ils ont pas, le personnel n'a pas le temps d'aller sur cette partie de l'exposition. Quand on est payé au lance-pierre... Oui, et puis même, c'est la qualité aussi des visites
qui sont Oui, en jeu. c'est la qualité de visite. C'est comme nous en France c'est un autre débat, hein, mais pour la qualité des profs, par exemple. Là, Oui, on recrute à tout va des étudiants, voilà, pour combler les trous, etc. Je connais bien le débat parce que mon mari, lui, il est prof depuis une quinzaine d'années. Et voilà, c'est un peu la mode de, allez, on va mettre le mec qui était dans une usine à bière, mais c'est pas grave, il va devenir prof d'histoire-géographie, histoire vraie. ah oui, d'accord, carrément. Histoire vraie, hein, C'est le grand c'est pas écart, une- effectivement. c'est pas, oui, voilà, hop, on va le mettre en professeur d'histoire-géographie pendant 2 mois. Ben voilà, la qualité du truc, voilà, ça va être un Oui, peu différente. Là, en médiation, c'est un peu pareil aussi. Donc c'est aussi la qualité de ce que proposent il y a les aussi institutions qui sont en jeu et l'histoire des salaires. euh, engrange aussi la problématique des profils de plus ou moins de qualité qui font ce travail-là, tout c'est simplement. ça, c'est ça, en fonction du salaire qu'on va donner, en fonction de personnes qu'on va recruter, on a, voilà, il y a la question qu'est-ce qu'on veut avoir, quelle qualité on veut avoir. Les musées veulent de plus en plus des visites ou des offres participatives, même sur des ateliers, sur des visites. Mais c'est quelque chose, tout le monde ne peut pas Non. forcément le faire, ou du moins ne sait pas forcément le faire. C'est pas forcément que enfin, ça s'apprend en fait. Et moi, il y a 15 ans, j'aurais probablement été comme une poule qui a trouvé un couteau et ok, je tente un truc, je sais pas trop. Et voilà. Et maintenant, je suis au bout d'un certain temps, puis parce que j'ai fait des formations, voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise et je me permets de tenter plus de trucs ou de répondre plus facilement à l'attente du musée. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Donc c'est important d'être ensemble, enfin voilà, de se connecter, de faire des choses ensemble. C'est pour ça que les associations, je sais qu'en France, c'est pour les freelances, il y a le collectif WoW. Oui, tout à fait, dont je fais partie, même si je suis pas Ouais. médiatrice, mais je travaille dans la médiation par le biais de mon métier de muséographe, qui est quand même assez proche, puisqu'on travaille avec des Mm. médiateurs. On devrait tous travailler avec des médiateurs, ce qui n'est pas le cas de tous les muséographes non plus, hein, parce qu'on doit inventer les histoires, définir les messages, mais il y a quand même la partie de comment on transmet les messages, qui n'est pas forcément la force de tous les muséographes, et même la partie que tous les muséographes traitent, mais bon, ça c'est un autre débat, mais oui, vous êtes on est de chaque côté du pont, quoi, j'ai envie de C'est dire. ça, ouais. Comme ce que tu disais tout à l'heure. Et Voilà. justement, si tu as un conseil à donner pour les personnes qui veulent se lancer à l'étranger dans les métiers de la médiation. Qui se lancer à l'étranger dans les métiers de la médiation. Alors je pense que déjà avoir conscience de l'interculturalité, qu'on apporte, qui est un plus, mais qui peut être une difficulté aussi. Parce que comme j'en ai parlé tout à l'heure, on n'a pas forcément les codes. L'avantage qu'on a, c'est que comme on n'a pas forcément les codes, on sait ce que c'est que d'être à côté de la plaque. Et on sait ce que c'est que de ne pas comprendre quelque chose, comme des visiteurs étrangers en fait, par exemple, ou des visiteurs qui n'ont pas le même background culturel. Donc ça, c'est un plus. Mais voilà, il faut, voilà, c'est bien de réussir à comprendre les codes et pas arriver en terrain conquis en disant ça va être comme à la maison. Non, ça va pas fonctionner forcément comme à la maison. Déjà, les structures sont différentes, le mode de pensée est différent. Moi, quand je suis arrivée en Allemagne, je me disais, c'est les voisins. En plus, ma famille vient d'Alsace, c'est les voisins. Voilà, ça va pas être trop si différent. Alors, c'était encore étudiante, donc j'ai eu le temps de me rendre compte que si, c'était quand même beaucoup plus différent que ce qu'on pensait. Et voilà, donc c'est d'avoir conscience de ça. Et donc, d'essayer de voir s'informer. On peut trouver des infos partout. Puis bon, avec l'expérience, ça va venir. Et puis, de voir comment ça fonctionne. Parce qu'effectivement, le recrutement, dans le cas de l'Allemagne, ne se fait pas comme en France. On n'a pas de concours ici. C'est pas plus mal. Hein. Moi, j'aime pas les concours, donc... C'est pas plus mal parce que, bon... Après, chacun son avis là-dessus, mais moi, j'ai quand même entendu des choses où voilà, les gens ont les concours et en fait, ils sont pas opérationnels après. Ou bien, il y a des personnes qui sont super opérationnelles et ils n'ont pas le concours pour X raisons. C'est un peu, on marche parfois un peu sur la tête, quoi. Ou alors des concours où il n'y a pas de poste derrière aussi. Oui, là, c'est le cas. Hein. En France, quand c'est pas tout ce qui est conservateur, etc., en fait, tu as juste...
une étiquette qui est en plus valable 2 ou 3 2 ou ans. 3 ans. Et puis... Et après, tu trouves pas, t'as pas les filons. Et puis, si tu trouves quelque chose, c'est peut-être même pas opérationnel finalement. Oui. Donc c'est voilà. Donc moi, je suis pas. Et moi, j'ai fan entendu, des j'ai déjà concours. discuté avec des consoeurs et des confrères qui travaillaient dans le public, qui se disaient, mais en fait, j'ai recruté cette personne-là, elle a le concours, mais en fait, elle est pas opérationnelle du tout pour les missions dont on a besoin. Et en fait, on ne peut pas, entre guillemets, hein, c'est pas mes paroles, on ne peut pas s'en débarrasser, quoi. C'est juste, ça crée des situations complètement improbables, quoi. Bah ça, oui, ça crée des situations compliquées. Ouais. Alors, en Allemagne, il n'y a pas de concours. La voie royale pour travailler dans les musées, c'est de faire un volontariat. Mhm. Donc, c'est ça s'appelle un wissenschaftliches Volontariat. Donc, un volontariat scientifique qui dure 2 ans généralement et où c'est considéré comme une période de formation. Mhm. On peut le faire dans différents domaines et généralement, on a le droit d'aller voir un peu les autres. Donc, on peut le faire en médiation aussi. Alors, on travaille à 100%, mais on est payé 50%. D'accord. Parce qu'on est en formation. Donc ça, c'est un peu dur. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire peut-être en début de carrière. Enfin, voilà. Et généralement, c'est ce qu'ils font. Ils font ça effectivement en début de carrière. Mais bon, après, quand on a déjà plus de charges, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut voir. Mais voilà, c'est la voie royale, on va dire. Alors, c'est une période où on est j'allais dire, d'être responsable mais pas coupable, comme m'a dit une collègue volontaire. Elle a dit, je viens dafür. Comment elle a dit? Il y avait deux mots là, j'ai oublié. Donc, t'es responsable, mais en même temps, tu peux faire des bêtises. S'il y a voilà. Enfin, tu peux pas. T'essayes d'éviter. Tu fais pas. C'est pas le but. Mais en gros, elle me disait, mais bon, c'est moi qui suis en responsabilité sur ce truc-là. Mais en gros, comme moi, je suis en formation, en volontariat, s'il y a un truc qui merde et qu'ils sont censés regarder un peu derrière moi, quand même de temps en temps. Donc voilà, je j'ai pas 15 ans de métier non plus. Donc bon, voilà. Donc c'est la voie royale. Moi, je l'ai pas fait. Et ça a pu, je pense, être un frein pour trouver un poste, de pas l'avoir fait. Donc bien se renseigner, oui, sur comment ça fonctionne, les recrutements. Voilà, se renseigner sur comment ça fonctionne, se renseigner sur les modalités en général pas de recrutement, mais quand on postule, parce qu'il y a un CV, en tout cas moi, quand je suis arrivée, un CV allemand et un CV français, c'est pas pareil. En tout cas, quand je suis arrivée en Allemagne, j'étais toute jeune, j'avais à peine 20 ans et quelques, donc j'avais pas envoyé des centaines de CV non plus, et j'étais encore étudiante. Mais voilà, les CV allemands, c'est beaucoup de documents qu'on rajoute. Tous les diplômes sont obligatoires, puis toutes les lettres de référence, tous les machins, tous les trucs. Ton CV, il est beaucoup plus étoffé, fourni. En France, dans mon souvenir, c'est une page. Enfin, c'était plus cool. Voilà, une page. Ben là, les miens, ils faisaient entre 2 et 3 pages. Parfois, il y a une Deckblatt, une première page, il y a ta photo, ton nom, enfin les informations importantes. Voilà, donc t'envoies un pavé comme ça, en gros. Donc ça, c'est des choses, mais ça, c'est dans tous les domaines. Donc ça, c'est des choses qu'il va effectivement falloir savoir. Et voilà, donc je pense que c'est bien si on est bien préparé, si on s'est un peu informé sur ce genre de choses. Merci infiniment, Anne, d'avoir partagé ton expérience en tant que médiatrice et d'avoir ouvert ce cycle au-delà de la France sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Est-ce que tu as une petite actualité à nous partager avant de se quitter ? Allez voir l'exposition. Allez voir l'exposition die Mitmachmaschine. Oui. Si vous êtes à côté de Solingen. Donc Solingen se trouve entre Düsseldorf et Cologne, le long du Rhin. Pour ceux qui, si vous prenez le Rhin à Strasbourg, vous le suivez. Le Rhin ça prend pendant plusieurs kilomètres quand même, et on est un peu au niveau. Voilà. Et on est à côté de Cologne. Je sais pas. Il faudra que regarder sur une carte. Oui, on mettra les liens de tout ça avec les coordonnées GPS. Voilà, c'est ça. Et elle est chez nous jusqu'au 6 août. Jusqu'au 6 août. À partir du 7, c'est la rentrée. Un bon mois de vacances scolaires, pour en profiter, en tous les cas pour nous, parce que vous aurez repris. Hein. Nous, on reprend alors, en Rhénanie. Alors, Nordrhein-Westfalen, en Rhénanie du Nord-Westphalie, c'est une traduction du Land. L'école reprend le 7 août. Eh ben oui. Voilà.
C'est triste. Oui, Mais donc ce qui n'est pas le cas dans tous les se langues. renseigner sur les saisonnalités aussi quand on veut travailler à l'étranger. Oui, se renseigner sur... Et peut-être, voilà, petite dernière info, si vous voulez travailler en Allemagne, c'est un pays fédéral. Ça veut dire que chaque land a un programme scolaire différent. Bon, ils se rejoignent beaucoup, mais donc, vous allez devoir vous taper les programmes scolaires. S'adapter à ça, et puis du coup à la saisonnalité des vacances, etc., qui sont totalement différentes. C'est ça. Ouais. Bah oui, il faut travailler en août. Dans la plupart des langues, il faut travailler en août. Mais pas l'année prochaine. L'année prochaine, en août, c'est les vacances chez nous. Ah, bah c'est bien, écoute. Mais je travaille en juillet, mais bon. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Donc on se retrouve pour un dernier épisode du cycle Médiatrice, où on parlera crèche, petite enfance, tout ça, bébé et compagnie, avant la coupure de l'été, en tous les cas du podcast, et une coupure particulière pour moi. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai plus tard. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre, et encore merci Anne pour ton partage. De rien. Depuis l'Allemagne. Merci beaucoup. Radio Berlin, on coupe. Merci beaucoup. Merci à toi. Si tu aimes J'ai l'œil du tigre, tu vas adorer te former avec moi. Je te propose des produits de e-learning, e-book et formation en ligne. Je dispose aussi d'un catalogue de formations en présentiel pour les professionnels du secteur autour de 4 grands thèmes: la démarche design, l'accessibilité, la stratégie et la médiation. Les liens sont en description de chaque épisode ou rendez-vous sur mon site web www.funnymuseum.com, page formation et page boutique dans le menu du site.